comment on peut, Vanessa, essayer malgré tout de structurer notre compréhension de ces mécanismes, ou en tout cas de ce qui se passe, de ces troubles, et de la manière de pouvoir y répondre intelligemment, sans prendre le risque de réduire finalement cette réalité, comme je l'évoquais, et peut-être, du coup, sans le vouloir non plus, de rentrer dans des stéréotypes. Ouh, c'est pas facile comme enjeu. Je pense qu'effectivement, la première des choses, c'est déjà de poser un cadre. Alors bien souvent, quand on parle de poser un cadre, c'est déjà de démarrer par une petite définition, hein. Je crois qu'on ne va pas en faire l'économie aujourd'hui. Mais je vais essayer aussi de rester dans ce qu'on s'est dit tout à l'heure et ce que vous avez indiqué, Madame de Kerle, en fait, de rester vraiment dans des choses très pragmatiques, puisque la plupart du temps, lorsque je rencontre des employeurs, en fait, leur demande, c'est vraiment de pouvoir avoir des réponses vraiment pragmatiques qui leur permettent de gérer ces situations au quotidien. Donc je ne vais pas vous barber aujourd'hui avec des choses trop théoriques, mais cependant, vous aurez quand même besoin d'un minimum d'éléments, hein. J'essaye de pianoter avec, avec le PowerPoint, ça a l'air de marcher a priori. Sinon, vous criez, hein, n'hésitez pas. Hop. Voilà, donc je vous propose déjà une première définition. Je crois même que... Voilà. Avant de démarrer sur une définition du handicap psychique à proprement parler, je souhaitais quand même attirer votre attention sur le fait que la notion d'handicap psychique est arrivée quand même assez récemment. En tout cas, la terminologie handicap psychique apparaît sur la loi de février 2005, hein, comme vous le voyez derrière moi. Je ne vais pas vous relire la définition, elle est ultra connue, mais vous voyez effectivement en orange le terme psychique, hein, qui est noté en clair. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. On peut même s'interroger sur les raisons pour lesquelles on ne citait pas cette typologie de handicap. Ce qu'on sait, c'est que finalement, dans ce cadre-là, l'amélioration des traitements, même si on n'a pas encore complètement trouvé toutes les solutions aux différentes problématiques qui se posent, l'amélioration des traitements faisant, on peut se permettre demain de stabiliser un état de santé, d'être dans le rétablissement, et évidemment de reprendre une vie normale. Et qui dit vie normale, comme vous l'avez dit, hein, dans le texte, le témoignage que vous avez lu tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant, une vie normale, c'est aussi retravailler. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis quand on regarde bien aussi l'histoire de la psychiatrie, alors je ne suis pas psychiatre, hein, je suis psychologue, mais quand on regarde l'histoire de la psychiatrie, on s'aperçoit qu'on est quand même passé à l'époque de l'enfermement à aujourd'hui l'inclusion sociale. Et tout ça, ça change complètement la donne, hein, puisque du coup, demain, ces personnes en situation de handicap psychique, et déjà dès aujourd'hui d'ailleurs, bien heureusement, elles peuvent retravailler et elles peuvent travailler. Hop. Alors, qu'est-ce que le handicap psychique ? J'ai peiné à trouver une définition officielle. C'est très compliqué en fait de trouver une définition, tout simplement parce que le handicap psychique, il est varié, il est multiple, et donc il est très difficile en fait de le définir. Alors bon, je me suis accrochée quand même, et j'en ai trouvé une qui m'avait semblé en tout cas relativement intéressante, d'autant plus que les personnes qui l'ont rédigée sont des personnes de l'UNAFAM, qui ont beaucoup œuvré en fait pour que le handicap psychique soit mentionné dans le texte de la loi de février 2005. Je la partage donc avec vous. Le handicap psychique est caractérisé par un déficit relationnel, des difficultés de concentration, moi je rajouterai et pas seulement, une grande variabilité dans la possibilité d'utilisation des capacités, alors que la personne, et là c'est très important, garde des facultés intellectuelles normales. Alors ça peut paraître un peu bizarre ou un peu contradictoire ce que je viens de dire, parce qu'effectivement, on parle de difficultés de concentration, mais en même temps, il n'y a pas de difficultés intellectuelles, et en même temps, des difficultés d'utilisation des capacités. Enfin bon, c'est pas très clair. Pour être plus clair, ces personnes ont une intelligence tout à fait normale, simplement que parfois, pour mobiliser ces facultés intellectuelles, c'est difficile. C'est plus difficile parce que c'est plus difficile de se concentrer, parce que ça peut être plus difficile de mémoriser des choses. Et vous allez voir tout à l'heure en détail quelles sont les éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées. En tout cas, il n'y a pas de déficit intellectuel. Et d'ailleurs, c'est la différence qu'on fait entre le handicap mental et le handicap psychique. Alors, c'est pas facile de s'y retrouver dans les terminologies, on en parlait ce matin ensemble, hein, Jérôme. Effectivement, on parle de santé mentale, et en même temps, on fait là une différence entre handicap mental et handicap psychique. Donc, c'est pas forcément très facile de s'y retrouver. J'espère que vous allez arriver à vous accrocher aujourd'hui. En tous les cas, essayez de retenir peut-être que le handicap mental souvent provient plutôt de problématiques de santé qui sont
on va dire liées à des pathologies qui sont assez faciles à identifier. Ça peut être notamment un traumatisme crânien, par exemple, ou une anomalie génétique, je pense à la trisomie 21, par exemple, ou des accidents cérébraux. Voilà, en tout cas, donc, la pathologie est connue. Et en général, il peut y avoir une limitation des facultés intellectuelles. Le handicap psychique, donc qui est secondaire à la maladie psychique, pour l'instant, comme vous l'avez dit, Jérôme, reste de cause inconnue. Mais les capacités intellectuelles sont indemnes. Elles peuvent même évoluer de façon satisfaisante. On peut très bien rencontrer des gens qui, à un moment donné de leur parcours, ont des difficultés de concentration ou de mémoire, et au fur et à mesure de leur parcours, évoluer favorablement et ne plus rencontrer ce type de difficultés. Et puis par ailleurs, la symptomatologie est assez instable, elle est imprévisible, elle est fluctuante. C'est aussi ça qui nous déstabilise lorsqu'on accompagne des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Et puis, dans cette typologie de handicap, bien souvent, on a recours à un traitement médical. Je dis bien souvent, pas toujours, bien sûr, puisque là, vous allez très vite comprendre qu'on fait vraiment de l'individuel. Et l'objectif, évidemment, c'est d'associer à ces soins médicamenteux des accompagnements thérapeutiques qui visent à pallier, à réadapter les capacités à penser et à décider de la personne. Voilà la différence qu'on peut faire entre handicap mental et handicap psychique. Alors, quelles sont les pathologies qui sont sous-jacentes en fait, à ce handicap psychique ? Alors, en général, si je pose la question à certains d'entre vous, je pense qu'on tombera assez d'accord avec la liste suivante. Alors, au départ, j'allais dire à la schizophrénie, puis je me suis permise de préciser aux schizophrénies au pluriel, puisqu'en fait, on s'aperçoit que la variabilité en fait, de ce type de pathologie est telle qu'on ne peut plus parler aujourd'hui de la schizophrénie, mais des schizophrénies. Vous allez penser nécessairement aux troubles bipolaires. Je pense que c'est vraiment une pathologie dont on entend parler régulièrement dans les médias. Et aussi, je pense que parmi les gens qui sont atteints de troubles psychiques, elles ont plus facilement, elles ont plus de facilité à communiquer sur le fait qu'elles-mêmes, elles sont atteintes de troubles bipolaires que d'une autre pathologie. On a également les troubles anxieux généralisés. Alors, je vais revenir sur ce que ça recoupe, évidemment. On pense au TOC, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, même s'il s'agit de ROC plus particulièrement. Les phobies, la dépression, bien sûr. Je crois que si on revient 13 ans en arrière, la dépression a toujours plus ou moins existé, on en a toujours plus ou moins parlé. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses auxquelles on ne pense pas et pourtant qui font partie des troubles psychiques. Et notamment tout ce qui va toucher aux troubles des comportements alimentaires. Il y avait d'ailleurs dans le témoignage de Julie des choses autour des troubles alimentaires. Et puis, sans oublier les addictions. Alors effectivement, les addictions, il peut y en avoir au jeu, il peut y en avoir à l'alcool, aux drogues, au travail aussi. Ça peut paraître très surprenant, mais on en rencontre de plus en plus. En tous les cas, là, une fois qu'on a lu tout ça, on a tous l'impression d'être atteint d'un trouble psychique, ça c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. J'ai pas mis la cigarette, mais bon, vous imaginez bien qu'elle en fait partie. Même si évidemment les impacts de fumer une cigarette est certainement moindre que d'autres types de drogues, évidemment. Il ne faut pas oublier également que le trouble psychique, ça peut être à la fois la cause, mais ça peut être aussi la conséquence d'une autre problématique de santé. Vous pouvez très souvent, c'est assez fréquent, retrouver des gens qui sont atteints de cancer, qui peuvent être à n'importe quelle phase, au moment de l'annonce bien évidemment, mais au moment du traitement, au moment même où ils sont encore en rémission, il peut y avoir des troubles psychiques, il peut y avoir de la dépression. On peut avoir aussi des gens qui ont une sclérose en plaques et aussi un tableau de dépression. Et puis des traumatismes crâniens avec des troubles du comportement associés. D'accord ? Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Il n'y a pas forcément qu'une typologie de handicap et on peut avoir une multitude des handicaps qui s'ajoutent. Juste quelques chiffres, parce que j'ai essayé de chercher un petit peu comment c'était représenté dans la population en fonction des troubles. Alors, j'ai trouvé des chiffres qui sont un peu éparpillés, comme toujours. On a des chiffres qui datent pour certains de 2014 ou de 2017 et qui concernent des populations différentes, pris par des organismes différents. Alors c'est compliqué de faire des comparaisons, mais c'est juste à titre indicatif. Vous avez à peu près, dans le champ de la schizophrénie, à peu près 0,7 à 1% de personnes qui sont concernées par la schizophrénie dans la population. Donc autant dire que c'est pas énorme. Si je dois comparer sur un trouble plutôt physique, par exemple des gens qui sont en fauteuil roulant, on est à peu près au même niveau, 1%. Donc c'est pas si important que ça, mais c'est vrai que rapporté à la France, ça concerne quand même 600 000 personnes. Les troubles bipolaires, on est à peu près autour de 3 à 5%.
Les troubles anxieux généralisés, on est à peu près au même niveau que les schizophrénies, à peu près 0,7%. La dépression, on est déjà à 8%. Vous voyez à quel point c'est encore plus représenté. Alors après, je modère mes propos, hein, c'est peut-être plus représenté ou mieux diagnostiqué, parce qu'effectivement, la difficulté en fait, qu'on a aujourd'hui, c'est que parfois de poser un diagnostic, c'est assez difficile et assez long, ce qui fait que nécessairement, il y a des gens qui ne sont pas diagnostiqués au fur et à mesure de leur parcours. Les cas d'anorexie, évidemment 90% de filles, et sur une tranche des jeunes filles de 18 ans, on est à 0,5%. Dans le cas de la boulimie, pareil, une surreprésentation des jeunes filles, donc 6 filles pour un garçon, et on est sur 1,5% de la population sur une tranche des 11-20 ans. Voilà, donc ça vous donne déjà un peu une représentation dans la population de comment ça se décline, ces différents troubles psychiques. Hop. Alors je vous propose, puisque vous me l'avez demandé, Jérôme, de vous donner des éléments d'information sur les différents troubles par pathologie. Alors il faut quand même dire les choses, comme vous l'avez dit, donc je ne suis pas psychiatre. Je vais juste vraiment vous donner un vernis, juste vous donner quelques informations. Donc c'est nécessairement réducteur, puisque si je vous fais un résumé, il n'y a pas tous les éléments. S'il faut que je prenne le DSM-5 ou le CIM, ça va être compliqué. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de le plus simple possible, le plus clair et le plus parlant possible. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour comprendre les différentes pathologies. Mais ça va vous donner des repères. Sur les troubles anxieux généralisés dont on a parlé tout à l'heure, en fait, il faut imaginer un état d'anxiété permanente et de soucis excessifs, et ça au moins pendant 6 mois. Alors, évidemment, quand là, je vais vous détailler les choses, je pense un peu à ce que nous avons souvent tendance à faire, d'aller effectivement regarder sur Internet les différents sites médicaux pour voir éventuellement si notre symptôme correspondrait à quelque chose. Donc, je tiens à vous mettre en garde. Peut-être vous allez retrouver des choses qui vous concernent à un moment donné, mais pour autant, vous n'êtes pas nécessairement atteinte de troubles psychiques. L'attaque de... Alors, ce que je voulais vous dire avant sur les troubles d'anxiété généralisée, la personne que j'avais dans mon bureau et qui était atteinte de ce type de trouble, par exemple, avait tendance, lorsqu'on discutait ensemble, de me poser une fois une question à laquelle je tâchais de répondre au mieux. J'espère que je le faisais. En tous les cas, et en général, j'avais le droit à 2 fois la même question, à laquelle j'essayais de réexpliquer différemment, en disant que peut-être ça n'avais pas suivi, je n'avais pas forcément bien expliqué. Et puis je pense que j'ai dû réexpliquer une 3e fois, et une 4e fois, et une 5e fois, et ça a été très long. Voilà, donc on peut être dans des situations de ce type dans le milieu professionnel où la personne est tellement angoissée en fait qu'elle revient sans arrêt sur les mêmes questions, et rien n'y fait pour faire descendre l'angoisse. Les attaques de panique, donc c'est une survenue brutale d'une peur intense, d'un sentiment de mort ou de catastrophe imminente, une perte de contrôle de soi. Ça me faisait penser à des situations qu'on a vécues il y a quelques temps où des gens étaient enfermés dans leur voiture et se mettaient à rouler sur les gens parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'allaient plus pouvoir sortir de là. Ils étaient pris de panique. Voilà. Donc le trouble panique, pour le coup, c'est la répétition de ce type d'attaque de panique. Les phobies, une peur irraisonnée, intense et spécifique à un objet ou à une situation. La personne a conscience du caractère absurde de sa peur, et elle en souffre. C'est très difficile. Par exemple, des gens qui peuvent avoir peur de prendre le métro ou de prendre l'ascenseur parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils ne pourront jamais pouvoir s'échapper. Possible. Vous imaginez bien après, quand on réfléchit à ça, que ça peut être un problème. Tout à l'heure, vous parliez de se rendre avec son véhicule à son lieu de travail plutôt que les transports en commun, par exemple. Je viens d'une autre région que celle-ci, je viens de l'Île-de-France, donc vous imaginez que le métro, c'est notre quotidien. Ne pas pouvoir prendre le métro, c'est d'autant plus embêtant que dans une région comme la vôtre, où j'imagine que beaucoup d'entre vous circulent en voiture. Chez nous, circuler en voiture, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Donc c'est vrai que ça risque d'impacter vraiment la personne sur son quotidien professionnel et l'accessibilité à l'emploi. Vous avez également les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Ce sont des pensées dérangeantes, répétitives et incontrôlables qui causent une forte anxiété. En général, pour faire diminuer la souffrance, c'est ce que vous expliquiez, ce que s'expliquait Julie. Pour faire diminuer la souffrance qui en résulte, les personnes développent des comportements répétitifs, ritualisés, irraisonnés et irrépressibles sous forme de compulsion. Par exemple, c'est des gens qui peuvent passer beaucoup de temps à se laver les mains plusieurs fois, à tel point que même des fois elles s'usent la peau à la force de les laver. Et ça peut être des tics de vérification, notamment avant de partir au travail. Est-ce que j'ai bien fermé le gaz ? Alors ça nous arrive à tous, on vérifie une fois, éventuellement une 2e fois si on a un petit doute.
mais elles peuvent vérifier 30 fois, 40 fois. Et puis, il peut y avoir des tics de vérification sur plusieurs choses, ce qui fait que ça fait un rituel qui est extrêmement long le matin. Donc, c'est ce qui fait que parfois, elles arrivent en retard au travail. Ensuite, les troubles addictifs, donc l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme. Ah, il est là quand même. Et les addictions comportementales, donc les jeux et éventuellement Internet. Le problème de ces addictions, par exemple, si je prends des gens qui sont addicts aux jeux, c'est des gens qui vont passer énormément de temps sur l'ordinateur à jouer, le soir, souvent. Ils vont jouer tellement tard qu'ils vont se coucher, il va être 3h ou 4h du matin. Le lendemain matin, pour se lever à 6h, ça va être très compliqué. Donc c'est des gens qui vont avoir du mal à se lever, qui seront très fatigués. Quand ils vont arriver au travail, ils ne seront pas opérationnels le matin. Parfois même, ils sont en retard. Les troubles alimentaires, les troubles des comportements alimentaires, moi j'ai cité surtout l'anorexie et la boulimie. Alors comme ça, on a l'impression que ce n'est pas forcément un vrai problème. Mais au final, je pensais à une situation que j'ai pas vue couramment dans mon parcours professionnel, mais je pensais en fait à une jeune femme qui avait une fonction de consultante et qui, lors d'une réunion avec un client, donc après une réunion comme aujourd'hui par exemple, souvent il peut y avoir des buffets qui sont proposés, et vous savez bien, c'est l'occasion d'échanger, hein, on n'est plus détendu, on n'est plus en mode réunion, on a le temps de discuter, de papoter, de boire un pot ensemble, c'est convivial, et puis on s'échange les cartes de visite, et puis c'est un peu sympa, quoi. Sauf que le simple fait de savoir qu'elle va être vue en train de manger, qu'elle va peut-être grossir, etc. Du coup, elle était dans l'évitement en fait du buffet, à tel point que du coup, une partie de son activité professionnelle n'était pas en mesure en fait de l'exercer. Or, c'était presque là que tout se jouait en fait. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué. Alors, évidemment, je n'ai pas évoqué le fait que les personnes qui se trouvent notamment anorexiques peuvent avoir aussi beaucoup de fatigabilité, beaucoup de difficultés de concentration, etc. Et que ça impacte aussi le travail. Ça y est, c'est passé. Ah, j'ai l'impression que c'est... Non, c'est la suite. Hop. Je suis en train de me battre avec le... Alors, la dépression, je pense que ça, c'est relativement plus clair pour l'ensemble d'entre nous. Hein. Plutôt des gens qui ont une humeur triste, qui ont une perte d'intérêt pour toute activité, une baisse de l'énergie, souvent des difficultés de confiance en soi, hein, bien sûr. Puis je passe les détails, mais en tout cas, ça peut générer aussi chez eux des difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil et la perte d'appétit, avec des possibilités de symptômes sur le plan physique. Les troubles bipolaires, dont on entend régulièrement parler, donc c'est des personnes qui peuvent avoir une variation anormale, j'aime pas trop le terme, mais bon, disons, variation anormale de l'humeur, avec une alternance, alors plus ou moins régulière, entre les périodes d'excitation qu'on appelle manie ou hypomanie, et des périodes de dépression, voire de mélancolie profonde, avec des périodes de stabilité entre. Tout ça est très variable en fonction des individus. Hein. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, la manie, l'hypomanie, ce que ça veut dire. Mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans ces périodes-là, la personne peut avoir envie d'être dans l'activité à 100% et voire même à 200%. Ça veut dire en clair, si je grossis un peu le trait, hein, des personnes qui peuvent être dans l'activité tout le temps, toute la journée, qui ont une énergie débordante, une créativité débordante, des super idées, qui vont à la limite presque ne pas dormir du tout, hein, tellement elles sont dans l'activité, dans la suractivité. Alors elles vont tenir un certain temps comme ça jusqu'au moment où elles vont être extrêmement fatigables. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que vous mentionnez hein, dans ce qu'avait dit Julie. Donc des gens qui du coup se mettent en difficulté, parce que bien souvent quand elles vont arriver dans la période où elles seront fatiguées, elles vont devoir rester chez elles, dormir, pour pouvoir récupérer à peu près des heures de sommeil. Donc cette fluctuation n'est pas forcément compatible avec le travail, puisque en général on ne choisit pas de travailler à 200%, puis ensuite de ne plus venir travailler. On peut avoir aussi des gens qui, dans ces phases-là, ont des achats qui sont inconsidérés. C'est assez fréquent, enfin, dans les gens que j'ai rencontrés, des gens qui se mettent à acheter beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, des choses qui ne leur servent pas, en fait. Hein, mais juste, on est vraiment dans le plaisir d'acheter. Alors, je ne parle pas, là, je m'adresse plus particulièrement aux femmes, je ne parle pas de s'acheter une paire de chaussures, la énième dont on n'avait pas besoin, mais plutôt vraiment même d'acheter des meubles chez des antiquaires, alors qu'on n'a absolument pas besoin de ces meubles. Et on se retrouve à stocker énormément de choses et avoir des dépenses tellement inconsidérées qu'on se retrouve en difficulté financière, en fait.
Voilà, donc ça c'est pour vous donner quelques idées sur ce qu'est la manie ou l'hypomanie. Les schizophrénies, donc les formes sont très variées. En général, on parle, à nouveau, j'ai fait un raccourci, mais on parle souvent de bizarrerie, de conduite un peu étrange. On peut avoir des gens, bien souvent, qui ont une perception qui est un peu erronée de la réalité. Elle peut parfois voir ou entendre, ressentir des choses qui n'existent pas dans la réalité. Par exemple, j'avais des personnes qui me disaient, mais moi, quand j'écoute la radio, en fait, moi, j'entends 2 fois la même chose. Ça vous le fait pas à vous ? Alors, non, ça me le fait pas à moi. Mais vraisemblablement, à chaque fois qu'elle entendait la radio, elle avait l'impression qu'on disait 2 fois, ou bien qu'on lui parlait directement à elle. Donc, effectivement, un accès à la réalité qui est perturbé. Et qui parfois peut même être extrêmement anxiogène pour eux, puisqu'ils peuvent voir des choses qui peuvent les inquiéter, les angoisser. Donc c'est pour ça que je vous ai indiqué les termes qui peuvent être persécutifs, ou mystiques, ou mégalomaniaques, etc. Et puis, dernière catégorie sur laquelle je ne m'étendrai pas trop, les troubles de la personnalité. C'est assez complexe à comprendre. Mais en tous les cas, ce sont peut-être des termes que vous avez déjà entendus. Alors, il y en a certains d'entre eux qui sont un peu compliqués, mais en tout cas, des personnalités notamment paranoïaques, on a déjà entendu parler, obsessionnelles, borderline, sont des termes que vous avez dû entendre à droite, à gauche. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu un échantillon de ce qu'on peut entendre par les troubles psychiques. Alors Jérôme, vous m'avez gentiment posé une question. Vous m'avez dit, mais comment est-ce qu'on peut détecter les troubles psychiques chez un collaborateur ? Ah, j'ai bien aimé cette question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question ? En fait, j'ai été très surprise, je dois bien vous l'avouer, parce que la question de comment détecter les troubles psychiques, moi j'ai bien envie de répondre à cette question en vous disant, mais pourquoi faire ? Pourquoi vous voulez détecter des troubles psychiques ? Comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, nous ne sommes pas psychiatres, pour le coup je peux le dire aussi. Donc finalement, mais quand bien même je saurais que mon collaborateur est schizophrène ou bien bipolaire, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Un peu plus de compréhension ? Oui, mais alors du coup, effectivement, vous êtes face à quelqu'un qui a des difficultés, quelles qu'elles soient, mais qui pourrait avoir des difficultés, qui pourraient très bien être d'ordre psychique ou d'autre ordre, en fait, au final. Mais vous avez juste une personne qui est en difficulté, qui a juste besoin d'un accompagnement, d'une aide, d'une bienveillance, mais que ce soit psychique ou autre chose, finalement. Je pense que la réponse, elle doit être la même. Je pense qu'on doit vraiment envisager un accompagnement vraiment dédié et individualisé, en fait. C'est pour ça que je vous dis que ça m'a étonnée, cette question. Bien sûr, je comprends l'envie de se repérer, de savoir un peu, remettre les choses un peu dans les cases, mais c'est un peu dangereux aussi. C'est pour ça que voilà, j'étais un petit peu surprise. Par rapport à quoi ? Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Ah, moi non plus, ça me surprend pas. Je me faisais votre écho. Je me faisais votre écho avec cette question parce que je savais que vous alliez la poser, donc tant qu'à faire, autant. Oui, moi non plus, ça me surprend pas. Hein. Ouais. J'ai eu le cas d'une directrice d'EHPAD qui m'a appelée dernièrement et je pense que pour elle, la difficulté, enfin, son attente, c'était pas de savoir si la personne était schizophrène, bipolaire, enfin, la mettre dans une case, mais c'était de savoir si le comportement de cette personne, est-ce que c'était lié à son caractère et que c'était juste une problématique pour elle, vraiment c'est son caractère, ou est-ce qu'il y avait un côté lié à une pathologie, en fait. Peu importe finalement dans quelle case on met la pathologie, mais je pense que ça l'a conforté ou ça l'a rassuré. Voilà, est-ce que c'est son caractère ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Et c'est en lien avec cette question. Oui, je comprends ce que vous dites. Et d'ailleurs, je vais même revenir sur ça parce qu'effectivement, ça pose même d'autres questions que celles que vous avez mentionnées. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je réserve du coup ma réponse un peu plus tard, si vous voulez bien. Je ménage un peu le suspense, il faut. Bon, voilà, en tout cas... Alors, il y avait une autre question, mais est-ce qu'on peut peut-être laisser Vanessa juste... C'était juste une précision. Oui. Mais moi, j'étais salariée et formatrice en entreprise adaptée. Donc, il faut savoir que normalement, à moins que ça ait changé, quand on recrute une personne, on sait qu'elle est porteur d'un handicap, on va dire QTH. Et on a en aucun droit, le droit de connaître sa pathologie. Alors,
alors vous avez raison. Alors je ne sais pas si on vous a entendu, mais du coup, effectivement, vous disiez, effectivement, la personne a une reconnaissance travailleur handicapé, donc les recruteurs savent que la personne est en situation de handicap, vous avez raison, et il n'y a pas mention du type de handicap, bien heureusement. On a même abandonné les ex-catégories ABC qui mentionnaient le degré de gravité du handicap, mais on n'a pas à savoir quelle est la pathologie sous-jacente, et vous avez tout à fait raison. Et alors je vais plus loin, c'est que non seulement on n'a pas besoin de savoir quelle est la pathologie, mais on n'a pas nécessairement besoin de savoir quelle est la nature exacte. C'est-à-dire que la personne finalement soit dépressive ou qu'elle ait un cancer et que du coup elle a une dépression ou que c'est juste qu'elle soit pas très en forme, enfin, peu importe, à la limite, elle est face à une difficulté, comment est-ce que je réponds à sa difficulté et quel est son besoin en face. Et que ce soit psychique ou autre chose, finalement, moi, c'est vraiment mon point de vue, hein, je considère que ce ne soit pas très important au final la nature du handicap, hein. Mais ça reste un point de vue, hein. Je le développerai même tout à l'heure. Si vous me permettez de faire une précision, parce que alors, cette question et cet amalgame, c'est quelque chose que je rencontre tout le temps. En fait, le fameux secret médical a une intention qui est que la personne ne soit pas stigmatisée et qu'elle puisse vivre comme elle l'entend dans la relation avec les autres. En déclarant ou en ne déclarant pas, est libre à elle, effectivement, de pouvoir déclarer, entre guillemets, ce qui pourrait être une appellation, avec le risque qu'on a bien identifié, qui était qu'on stigmatise cette appellation en se faisant des représentations. D'ailleurs, il y a plein de films qui essayent de faire tomber un peu ces représentations-là. Pour autant, ce qui se joue, si je comprends bien ici, et c'est vraiment important de le savoir, c'est que ce n'est pas possible de faire semblant qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que si on rentre dans cette logique-là, et c'est pas ce que Vanessa disait, si on rentre dans cette logique-là, alors ça veut dire qu'en fait on rompt le dialogue. Alors vous me direz, c'est peut-être quelque chose qui est extrêmement partagé dans le management, de faire semblant de ne pas avoir vu, mais c'est pas une bonne raison. Et en particulier pour des personnes ayant des troubles, et donc on sait on s'est tous reconnus, moi tout à l'heure c'était les cas de nez, enfin bref, c'est peut-être pas totalement pathologique, mais bref, il y avait un certain nombre de sujets. Donc on a tous des tendances, des traits avec lesquels il va falloir qu'on compose, et le manager, il faut bien qu'il compose avec ces traits-là. Et je crois que c'était le sens des questions qui étaient posées au début. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'avoir forcément le nom de la pathologie, mais le fait d'être en capacité d'identifier. Donc, du coup, la question que je posais, c'était pas comment faire pour savoir si c'est schizophrène ou autre, on s'en fout. C'est comment faire pour savoir qu'à un moment donné, un trouble a comme conséquence peut-être quelque chose, une souffrance qu'on n'a pas perçue, dont on n'a pas compris les mécanismes et pour lequel on peut peut-être, nous, dans la relation de management, faire quelque chose. Voilà, avoir un levier, mieux comprendre et donc du coup mieux adapter, mieux aménager notre situation. Je crois que c'est ça qui est vraiment en jeu et donc c'est à cette question-là que je renvoie Vanessa de nouveau, puisque j'insiste lourdement. Qu'est-ce qu'il est vilain. Bon, je vais quand même dérouler un tout petit peu, puis je vais répondre ensuite à votre question. Alors juste, voilà, vous indiquez qu'il faut faire attention, effectivement, après, de ne pas rentrer trop dans le détail d'une pathologie, puisque de toute façon, on n'est pas formé, en fait, hein, à ces pathologies, et quand bien même on connaîtrait le nom de la pathologie, on ne saurait pas quoi en faire, en fait, au final. C'est pas parce qu'une personne est schizophrène que, alors, après, on déroule tout un processus. Il faut ajuster au cas par cas, donc, dans toutes les façons, ça n'est pas intéressant en soi. Donc, laissons la part aux psychiatres. En revanche, c'est important aussi d'avoir à l'esprit que les manifestations en fait, hein, sont variables. Et donc, de ce fait, à pathologie égale, les choses sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, finalement, parler de schizophrénie, c'est bien, mais comme il y a une multitude en fait, de symptomatologies et de configurations, ça ne sert à rien de faire rentrer les choses dans les cases. Et puis aussi, une personne qui aurait une même pathologie peut avoir effectivement un traitement différent ou bien a du mal en fait, à prendre son traitement, ce qui fait que ça a des impacts complètement différents. Même à traitement égal, la façon dont la personne va réagir au traitement sera complètement différente. L'acceptation de la pathologie, tout ça va rentrer en ligne de compte en fait, hein, et va donner des tableaux complètement différents. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a la pathologie, mais il y a aussi l'environnement de travail. Il y a dans quel environnement la personne évolue, comment elle est accueillie par des personnes bienveillantes, dont vous le disiez tout à l'heure, c'est très juste. Comment se passe sa vie personnelle. Enfin, toutes ces choses en fait, vont venir aussi impacter et télescoper. En fait, hein. Voilà. Alors, de ce fait, moi, j'avais plutôt parti pour vous dire que ce qui est le plus important, finalement, c'est de prendre en considération la façon dont la pathologie l'impacte au quotidien. Et ça, finalement, quand vous posez la question à la personne, bien souvent, elle est en mesure de vous répondre.
ok, tu as des difficultés, est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes difficultés? Est-ce que tu peux me dire, je sais pas, ce qui est difficile pour toi? Ah oui, effectivement, le matin, moi j'ai quand même du mal à me réveiller. J'ai pas nécessairement besoin de savoir pourquoi, c'est parce qu'il est addict au jeu. Non, j'ai pas besoin de savoir ça. Par contre, si effectivement c'est difficile de se réveiller le matin et que c'est en lien avec sa pathologie, on a quand même des médecins de prévention, c'est peut-être intéressant de voir comment on peut s'ajuster. Alors, du coup, j'ai essayé quand même de dresser un petit tableau de ce qui peut nous alerter dans le monde professionnel. J'ai essayé de retracer ce que je peux entendre en fait au quotidien et ce que les employeurs me disent. Je pense que vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà. Alors, il est arrivé à certains moments que des personnes soient somnolentes en fait sur leur poste de travail. Alors, je ne parle pas de la période où on est tous un peu en difficulté après la pause déjeuner, où c'est un peu laborieux de se concentrer, on est tous un peu concernés par le sujet. Là, je parle vraiment d'un collaborateur qui était, on va dire, 90% de son temps à dormir sur le clavier de son ordinateur. Et sincèrement, c'est une situation réelle que j'ai vécue. Finalement, j'avais fait une observation de poste de travail et le monsieur était, pendant 1 heure de son temps, à tamponner le courrier. Et puis, après 1 heure de travail, le reste du temps, il dormait sur son poste. Voilà dans quel état je l'ai trouvé. Tout simplement parce qu'il avait un traitement qui était extrêmement lourd et que c'était très difficile pour lui de rester éveillé et concentré. Et par ailleurs, il n'avait pas non plus une activité folle qui lui était proposée. Donc de fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de dormir. C'est assez terrible. On peut retrouver des difficultés aussi à effectuer le travail demandé. On peut avoir des employeurs qui me disent je lui ai demandé de faire telle tâche et la personne n'arrive pas à le faire. Manifestement, il a une difficulté, mais j'arrive pas à comprendre quoi en fait. Alors, derrière, il peut y avoir des tas de choses. Il peut y avoir effectivement des difficultés de concentration, des difficultés d'organisation dans le travail, des difficultés de mémoire, une certaine forme de lenteur qui font que ça impacte la manière d'exercer en fait l'activité professionnelle. Par exemple, il y a bon nombre de personnes que je rencontre qui ont des difficultés, notamment quand on donne des consignes à l'oral. Vous savez, ces situations professionnelles, on est toujours un peu dans le speed. On arrive à la porte et on dit « Dis donc, est-ce que tu pourras penser à me faire telle chose ?» Paf, on a fait en 1 ou 2 phrases, on a donné des indications, on est reparti. Et la personne se retrouve, je me rappelle déjà plus ce qu'elle vient de me demander. Vous revenez 1 heure plus tard, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait. Parce qu'elle se rappelle déjà plus ce qu'elle devait faire. Et puis comme elle n'est pas forcément très à l'aise avec la situation, elle n'a pas osé venir vous redemander de lui expliquer ce qu'elle devait faire. Voilà, donc c'est des petites situations comme ça qui arrivent assez régulièrement. Et puis parfois des situations d'absentéisme ou des difficultés à arriver à l'heure, sachant que tout ce que je suis en train de vous lister, les personnes n'ont pas forcément toutes ces difficultés-là. Elles peuvent avoir une difficulté parmi celles que j'énonce, bien sûr. Parfois, vous pouvez avoir aussi affaire à des gens qui sont, j'ai du mal à le qualifier, mais visiblement en souffrance. Alors c'est un peu difficile, c'est un peu subjectif. Parfois, on peut avoir des gens qui sont en pleurs sur le milieu de travail. Là. Il n'y a pas très longtemps, c'était une jeune femme, effectivement, qui, lorsqu'elle était en difficulté sur son poste ou en difficulté relationnelle avec ses collègues de travail qui lui faisaient des remarques très désobligeantes, s'isolait dans les toilettes pour pleurer pendant des heures. Ça peut être des gens aussi qui s'isolent et qui, jusqu'à maintenant, ne le faisaient pas. Vous pouvez avoir aussi des personnes qui ont un comportement dit inadapté ou jugé un peu comme bizarre. Le mot bizarre est un mot qu'on utilise assez facilement. Par exemple, dans bizarre, on peut avoir des gens qui sont un peu agités ou qui se mettent à parler comme des moulins à paroles qu'on ne peut plus arrêter. Vous pouvez avoir, moi je me souviens d'une situation où j'avais un monsieur qui était très agité, qui marchait dans les couloirs en long, en large et en travers et qui allait voir ses collègues et qui n'arrêtait pas de dire « mais vous êtes payé à rien foutre » et il passait son temps toute la journée à dire ça. Alors bon, c'est vrai que sur le moment, on dit comme ça, c'est drôle, mais pour les collaborateurs, c'était l'enfer en fait. Parce qu'ils étaient à fond dans le boulot et lui, il ne faisait pas grand-chose à part faire le tour des couloirs et dire qu'ils étaient payés à rien foutre. Et voilà, donc c'était un peu lourd. Vous pouvez avoir aussi des gens qui ont des propos délirants, sur la base parfois d'hallucinations visuelles ou auditives. Et je pense à une dame, une DRH, qui m'avait raconté une fois être allée à la cantine déjeuner et la collaboratrice était allée la voir devant ses collègues, lui a dit « Au fait, je t'ai vu ce week-end, t'étais en bas de chez moi déguisée en arbre. » Non, non, ça je suis sûre que non, c'est pas possible. Voilà, donc effectivement, parfois, on a des situations un peu cocasses.
Je reviens là maintenant. Oui. C'est vrai ? Oh, zut. Alors je reviens rapidement sur ce que Caroline m'indiquait tout à l'heure. Effectivement, souvent la difficulté, c'est de faire le lien entre incompétence, enfin de faire la part entre incompétence et incapacité. Ça, c'est pas forcément facile. De savoir si finalement on est en train de parler de la personnalité ou de troubles psychiques. La frontière, des fois, n'est pas forcément évidente. Est-ce que finalement la personne a des problématiques de santé psychique ou est-ce qu'elle manque de motivation à son poste de travail ? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une problématique psychique ou un autre type de pathologie ? Enfin, tout ça n'est pas très clair et bien souvent, on peut avoir besoin du coup d'un appui d'expertise en fait pour pouvoir aller un peu plus loin. Alors, je vais essayer d'aller vite. Je vous ai préparé en fait un petit diagramme en fait qui n'est pas un modèle entre guillemets, mais en tout cas qui fonctionne assez bien et que vous pourriez vous en tout cas mettre à votre sauce. Juste vous dire en tout cas que la plupart du temps, quand on veut que ça fonctionne correctement, je pense que c'est très important de travailler en pluridisciplinarité. Quand je parle de pluridisciplinarité, ça veut dire dans l'établissement un certain nombre d'interlocuteurs qui peuvent être le médecin de prévention, l'assistante sociale, la chargée de mission handicap s'il y en a une. Ça peut être, bien sûr, le collaborateur est au centre, hein, c'est le premier même. La sphère RH, enfin toutes ces personnes qui gravitent autour du collaborateur, je pense que c'est très important de les mettre dans la boucle. Donc si je reprends en fait au début les alertes dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit les troubles du comportement ou les difficultés sur le poste de travail, la première des choses c'est déjà d'échanger avec le collaborateur. Parce qu'au bout, on peut déterminer avec lui déjà un certain nombre de solutions, puisqu'il peut exprimer un certain nombre de besoins de manière très claire, et on peut déjà commencer à trouver des éléments de réponse. Si toutefois il ne s'agit pas de la problématique de santé, il y aura certainement une solution qui est plutôt une solution RH, ou qui peut être les leviers de la formation, qui peuvent être retrouver un repositionnement professionnel, mais en tous les cas qui peut être un autre outil, mais en tout cas on sait faire la part des choses. Et si on n'y arrive pas, on peut s'appuyer sur le médecin de prévention pour aller vers peut-être un parcours de soins si c'est nécessaire, parce que la personne en relève à ce moment-là, peut-être une aptitude temporaire si c'est le lieu, s'appuyer sur une expertise d'accompagnement spécialisé où on peut peut-être évaluer les capacités résiduelles. C'est ce qu'on fait dans le cadre des évaluations des capacités et compétences professionnelles, qui est un très bel outil d'ailleurs, financé par le FIP. Enfin, super, on peut faire de belles choses en fait dans ce cadre. Le médecin de prévention, bien sûr, va indiquer l'aptitude au poste. Il peut donner des informations sur les restrictions et les aménagements de poste. Ça, c'est très important parce que des aménagements sont tout à fait possibles. Ou peut-être s'il n'y a pas besoin de restrictions. Je suis obligée de faire vite, je suis vraiment navrée. J'aurais tellement envie de vous parler plus longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah non, c'est terrible. Les aménagements de poste, j'essaie de faire vite, mais sur les aménagements de poste, juste vous rappeler que par rapport au management, en fait, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que dans le cadre de l'accompagnement du handicap, et que ce soit handicap ou handicap psychique, ça n'a pas vraiment de différence, c'est important de se rappeler du principe de l'équité, en fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, oui, a priori, elle est grosse quand même. C'est vraiment de donner en fait, les moyens de compensation à une personne, quelle qu'elle soit, pour pouvoir effectuer, réaliser en fait, ses tâches de travail comme les autres et malgré ses difficultés. Et des aménagements, en fait, il y en a de tout type. Hop, du coup, je vous les mets tous. Donc, des aménagements qui pourraient être des aménagements organisationnels. Par exemple, vous avez cité dans le discours de Julie le travail à temps partiel, hein, effectivement, et je vais insister là-dessus. Le travail à temps partiel, c'est génial comme outil. Sauf qu'effectivement, dans les entreprises ou dans certains établissements, on a du mal en fait, à trouver des postes à temps partiel. Et c'est dommage, hein, parce que vraiment, c'est un bel outil de compensation. Les horaires de travail, ça peut effectivement commencer à 10h le matin parce qu'on n'arrive pas à se lever aux heures habituelles. Ça peut être aussi adapter les objectifs dans le cadre du travail. Peut-être que la personne pourra en faire moins parce qu'elle est plus lente, mais on va diminuer ses objectifs tout simplement, et puis pour qu'ils soient atteignables tout simplement. On peut également, sur le plan cognitif, écrire les procédures si la personne oublie comment on effectue le travail. Alors je saute rapidement. Dans l'accompagnement du collectif et du management, on peut tout à fait envisager de la sensibilisation au handicap. Tout à l'heure, on disait on va pas parler du handicap en précisant la nature. On peut très bien parler du handicap psychique sans jamais parler de la pathologie. Mais par contre, on peut parler des impacts et on peut l'expliquer aux autres. Et ça, c'est pas du tout un problème. La personne peut même être présente pendant la sensibilisation ou être absente si elle le préfère. Mais en tout cas, ça donne de l'information et ça évite
d'être dans l'incompréhension dans l'entourage professionnel. Et puis, il y a plein d'outils qui existent. Alors, je ne vais pas trop développer les outils que je connais moins, puisque je ne fais pas forcément de job coaching, mais sur la remédiation cognitive, qui est un réentraînement en fait, des capacités cognitives, sous forme d'exercice pour pouvoir travailler sur la mémoire, sur l'organisation, la planification. C'est un très très bel outil qui permet à la personne de reprendre ses marques de manière très, très aisée, très ludique, et pas du tout descendante. C'est un très bel outil, j'aurais aimé pouvoir vous développer un peu. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que les choses que vous devez proposer en fait, aux personnes doivent être vraiment sur mesure, individualisées, et aussi faire preuve de créativité. Il y a plein de choses qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais peut-être que vous allez avoir une idée différente, vous allez essayer des choses, et ces choses vont fonctionner. Et petit à petit, vous allez améliorer, et l'objectif, ce serait qu'on puisse les partager. Je vais essayer d'aller directement peut-être à la conclusion, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça. Hop. Oups. Alors, voilà. Juste dans les choses qu'il ne faudrait pas faire, puisque vous m'avez sollicité sur cette question, surtout ne pas confondre bienveillance et puis parfois non prise en charge, mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure en introduction. Ne pas plaquer des choses que vous avez trouvées sur un individu sur un autre individu sans tenir compte de ses besoins qui lui sont propres. C'est important de faire vraiment de manière individualisée. Ne pas perdre de vue non plus le collectif. Quand vous faites un accompagnement pour l'individu, pensez aussi à vous assurer que le collectif n'est pas en souffrance à côté. Ça, c'est très important parce que parfois, on veut faire plein de choses pour la personne, mais on oublie les autres. Et surtout, ne pas confondre l'aménagement de poste et le non-respect des obligations légales. On est une personne en situation de handicap, on a les mêmes obligations par rapport au travail. On doit respecter son contrat et on doit respecter les engagements qui sont les siens. Et ça, c'est important de bien cadrer ça sur un plan RH. Et cadrer, c'est important quand même, ces contenants aussi pour les personnes qui ont des problématiques psychiques. Et je vais aller à la conclusion rapidement. Et là, j'ai presque fini. Donc, en conclusion, je pense que c'est très important d'envisager toujours un travail pluridisciplinaire. Être ensemble, on est plus fort, on a plus d'idées. Et puis, c'est moins lourd aussi quand on est en difficulté de porter ça à plusieurs. Donc ça peut être un accompagnement en interne et ou en externe. Réaliser un accompagnement qui soit individualisé et non stigmatisant, toujours adapté au moment du parcours de la personne et en fonction de ses besoins. Ça peut être fluctuant. Des fois, elle aura besoin et des fois, elle n'aura plus besoin. Et puis, ne pas oublier d'accompagner le collectif, le management, la sphère RH et repenser probablement aussi la manière de manager basée plutôt sur le principe de l'équité. Voilà, je vous remercie. Désolée, j'étais un peu longue. Je vous propose quand même de prendre quelques minutes pour quelques questions, mais je suis obligé de faire un peu les vases communicants sinon en termes de temps, et c'est pas forcément très confortable pour ceux qui viennent derrière. Est-ce que certaines questions urgentes, du style obsessionnel, seraient de nature à pouvoir nous permettre de prendre quelques minutes encore avec Vanessa Olivieri? Mais compte tenu des mises en garde que je viens de faire, évidemment, il y a toutes les chances que vous soyez très dans le respect du rôle qui m'a été assigné de gardien du temple. Merci beaucoup. Moi, je rajouterais juste quand même quelque chose qu'on voit assez souvent dans les interventions sur le handicap le psychique, c'est le travail qu'on a à faire aussi sur les représentations qu'on a. Alors, on n'a pas pris cet angle-là parce qu'on voulait quelque chose de très pratique au niveau plutôt RH, accompagnement. Mais évidemment, il ne faut pas négliger l'impact que peut avoir la propre représentation qu'on a et du coup, comment cette représentation se met dans un système qui oblige l'autre à se conformer à la représentation qu'on a. Enfin, je ne développe pas parce que ça aurait fait l'objet d'un autre développement. Donc on a aussi un travail à faire régulièrement, et c'est en plus naturel dans notre cerveau de le faire, mais régulièrement de prise de recul de ce qui se joue.